Les forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, ont vu leur mission renouvelée pour 3 mois en RDC. Les chefs d'État de cette organisation ont pris la décision au cours du sommet qui se tient à Nairobi au Kenya. On en parle avec un invité dans ce journal. Procès Jean-Marc Kabondo, le verdict sera connu le 13 septembre, prévu pour aujourd'hui dans une ordonnance portant prorogation du prononcé. La Cour de cassation a repoussé cette date d'1 semaine. Enrique Tarrio, ancien chef du groupe d'extrême droite américain Proud Boys, a été condamné à 22 ans de prison. Cette lourde peine contre la profanation sans précédent du sanctuaire de la démocratie américaine a été prononcée mardi. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Le mandat de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui devrait prendre fin dans 10 jours, a été encore renouvelé pour 3 mois hier par les chefs d'État de cette organisation. Décision prise en marge de son 22e sommet tenu à Nairobi au Kenya. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été représenté par le Premier ministre Sama Lukonde. 3 mois supplémentaires ont été accordés aux troupes régionales de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, déployées depuis novembre 2022 dans la partie orientale de la République démocratique du Congo par le président membre de l'EAC au cours de la réunion du mardi à Nairobi. Cette force reste présente sur le sol congolais jusqu'au 8 décembre prochain pour lutter contre l'insécurité causée par le groupe rebelle et mettre fin à l'occupation de certains territoires par le M23 et l'armée rwandaise. Alors qu'il y a quelques mois, les autorités congolaises, y compris un certain nombre de Congolais, formulaient des critiques contre le bilan de la force régionale, jugées des complaisances avec le rebelle du M23. D'ailleurs, en mai dernier, à Gaborone, au Botswana, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait même prévenu que la République démocratique du Congo allait être obligée de remercier les troupes est-africaines si les résultats escomptés n'étaient pas produits. Lors du 21e sommet extraordinaire tenu à Bujumbura, le 31 mai dernier, la délégation congolaise avait indiqué avoir réussi à convaincre les chefs d'État de l'EAC à acter le départ de la force régionale après le 8 septembre qui marquerait la fin du mandat lui accordé. Fin août dernier, Évariste Ndayishimiye, président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, a séjourné à Kinshasa sur invitation de Félix Tshisekedi. Les deux dirigeants ont notamment tablé sur le rôle de la force de l'EAC engagée au Nord Kivu. Une certaine opinion croit même savoir que le chef de l'État burundais aurait convaincu son homologue congolais de changer d'avis face aux troupes est-africaines. Eh bien, la question de la présence de cette force régionale sur le sol congolais, on en parle avec le sénateur Célestin Vounabandi, notable de l'espace Grand Kivu. Bienvenue à vous. Merci. Alors, EAC, mandat prorogé pour 3 mois. Comment la notabilité du Nord Kivu accueille cette nouvelle? Bon, c'est une nouvelle que nous accueillons avec beaucoup de doutes, beaucoup d'étonnement d'ailleurs. Parce qu'avant de parler de renouvellement, on aurait pu en fait faire une sorte d'évaluation. Quel était l'agenda de cette force et quelles ont été les réalisations de la dite force. Sur le terrain, je dois vous dire, madame, que cette force n'a absolument rien fait qui puisse justifier aujourd'hui qu'on puisse parler de renouvellement. Lorsque vous allez sur le terrain à Rutshuru, vous allez constater que les massacres des populations continuent. Tout récemment, vous avez suivi des massacres à Tongo, notamment à Marangara, c'est dans le Rutshuru, massacres justement qui ont été perpétrés par le terroriste du M23, sous les yeux, n'est-ce pas, de forces de EAC. Aujourd'hui, lorsque vous allez à Bunagana, c'est l'un des plus grands postes frontaliers du pays. Il est toujours occupé par les forces d'occupation, les Rwandais et les M23, sous les regards complaisants des EAC. Lorsque vous allez au niveau de l'administration locale, elle est toujours occupée, en tout cas, sous l'emprise de forces d'occupation, les forces rwandaises, comme je le disais, mais également leurs supplétifs, les M23. Lorsque vous allez à Rumangabo, on nous avait dit à un certain moment que les M23 devaient être cantonnés sur place. Il n'y a absolument rien qui a été fait dans le sens du cantonnement. Aujourd'hui, le camp de Rumangabo est toujours occupé par les Soudanais, les Sud-Soudanais, par les Kenyans qui n'ont pas été en mesure, n'est-ce pas, de convaincre les M23 à pouvoir accepter ces cantonnements. Mais alors, quelle est l'approche des élus provinciaux en ce qui concerne cette force, mais aussi la MONUSCO? Non, vous savez, le rôle des élus nationaux comme provinciaux, c'est un rôle, n'est-ce pas, de contrôle de l'action du gouvernement, de l'action de l'exécutif. C'est un rôle également de plaidoyer.
le rôle des élus n'est pas celui de faire. Ceux qui font, c'est ceux qui gouvernent. Nous constatons aujourd'hui, en tout cas en tant qu'élus, que rien n'a bougé et que donc, qu'aujourd'hui, l'on puisse prolonger cette force, cela n'a pas de raison d'être et nous ne sommes pas du tout d'accord. Et le doute persiste encore quant à l'état de siège aujourd'hui encore. Oui, nous attendons jusque-là que les chefs de l'État se prononcent là-dessus. Je pense que vous avez suivi les assises qui ont eu lieu ici à Kinshasa, la table ronde. Les options ont été proposées aux chefs de l'État. Il lui revient en tant que garant de la nation de pouvoir se prononcer et de pouvoir en décider. Aujourd'hui, on revient quand même sur le carnage qui a eu lieu au Nord Kivu récemment, cette marche des Wazalendo. Êtes-vous satisfait des mesures prises par le gouvernement au finish? Bon, je pense qu'il faut pousser très loin. Il faut pousser loin et je pense qu'il y a des enquêtes qui ont commencé. Il faut que les enquêtes aillent jusqu'au bout de la logique. C'est vrai qu'il y a eu quelques arrestations, mais il reste à savoir si ceux qui ont été arrêtés sont ceux-là qui sont les seuls coupables de cette affaire. Je pense qu'il faut pousser loin. On a des autorités provinciales qui se sont montrées jusque-là tout à fait complaisantes, je dirais même incapables. Pour ma part, je les ai condamnées, je continue de les condamner. Il faut donc que les enquêtes soient menées. Si ces autorités sont effectivement impliquées, il faut qu'elles soient elles-mêmes sanctionnées. Mais bien au-delà, la question c'est de savoir si la population n'a pas le droit de manifester. Je crois que c'est élémentaire qu'on laisse le droit à la population de se manifester, de manifester en tout cas son mécontentement chaque fois qu'elle a un message à donner. C'est très important. Cela fait partie de la démocratie et donc il faut déplorer gravement ce qui s'est passé et il faut espérer que les autorités prendront les mesures nécessaires pour que plus jamais cela ne se reproduise. Sénateur Célestin Voulabadi, je vous dis remercie. C'est à moi de vous remercier. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes élu de Rutshuru, je ne m'abuse. Je suis élu comme sénateur. Oui. On est dans ce qu'on est élu pour le compte de la province du Nord Kivu. Mais bien entendu, je suis originaire du territoire de Rutshuru, malheureusement occupé aujourd'hui par les terroristes du M23. Grand merci à vous. Merci. Ouverture à la haute cour militaire au Nord Kivu du procès militaire présumé auteur du carnage meurtrier du 30 août lors de la marche de protestation contre la présence de la MONUSCO. Ce procès oppose le ministère public aux militaires et soldats présumés auteurs des crimes. 6 prévenus sont devant la barre, 2 officiers et 4 soldats de rang. Ils sont poursuivis pour crimes contre l'humanité, meurtre, destruction méchante, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Et pendant ce temps, le gouverneur militaire a été rappelé à Kinshasa pour consultation et 2 autres officiers de la police nationale congolaise ont été suspendus. C'est une mesure annoncée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi à l'issue d'une mission interministérielle, des mesures saluées par les habitants. Quelques heures après l'annonce par le gouvernement congolais de plusieurs mesures dans le dossier de l'assassinat ou de massacre de plusieurs personnes dans la ville de Goma, précisément au quartier Ndosho, parmi ces mesures, il faut dire que le gouvernement congolais rappelle à Kinshasa pour consultation le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Ndima. Il y a aussi 2 officiers de la police nationale congolaise qui sont suspendus par la hiérarchie et sont également rappelés à Kinshasa pour consultation. Cette série de mesures est saluée par quelques habitants de la ville de Goma que nous avons rencontrés. C'est une chose que nous louons. Nous encourageons une fois de plus le chef de l'État pour cette fermeté et pour cette décision, parce qu'il y a d'autres militaires qui pensent que porter l'arme, c'est porter le pouvoir. Nous continuerons à condamner et que nous demandons qu'une vraie justice soit faite. Quelques acteurs politiques aussi rencontrés dans la ville de Goma vont au-delà jusqu'à demander à la présidente de la République, au gouvernement, de remplacer les autorités militaires par les autorités civiles, car celles militaires ont déjà prouvé leurs limites. C'est le cas de Jean-Paul Lumbulumbu, qui est vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Le rappel à Kinshasa du gouverneur militaire Constant Ndima est une mesure qui vient de soulager la population de la ville de Goma, parce que vous savez, le gouverneur, dans cette période d'état de siège, et les commandants des opérations, nous ne pourrons pas imaginer que des forces spéciales de la garde républicaine soient déployées sans qu'il ait donné un ordre. Rappelons que c'est le 30 août 2023 que les forces de l'ordre avaient réprimé une manifestation organisée par une secte se réclamant de Wazalendo pour dire non à la présence de la force de l'ONU en RDC, mais aussi à la présence de la force régionale de l'Eastern Africa Community.
Une série d'audiences pour le président de la centrale électorale. Mardi, Denis Kadima a d'abord échangé avec le commissaire européen à la justice Didier Reynders sur l'accompagnement du processus électoral par l'Union européenne et la mission d'observation des élections du 20 décembre 2023, puis avec une délégation des députés et sénateurs français, membres de la section française de la francophonie en séjour en République démocratique du Congo, qui se dit intéressé par le processus électoral congolais. Au patron de la centrale électorale, Didier Reynders a réaffirmé l'engagement européen dans l'approche des échéances électorales, montrant tout l'intérêt de son instance au regard des préparatifs des scrutins à venir. La CENI joue un rôle majeur dans l'organisation des élections. Donc, nous avons évidemment parlé du processus qui est devant nous. Je dirais qu'il y a 2 points qui nous intéressent tout particulièrement dans l'observation des élections. C'est d'une part la manière dont les listes électorales vont être communiquées aux citoyens pour que les citoyens puissent vérifier leur présence et la correction de ces listes. Et l'autre élément, c'est la manière dont les résultats vont être publiés. On sait que l'intention est de publier les résultats par bureau de vote. La CENI aura l'occasion encore d'expliquer cette évolution de la situation avec les différents partenaires internationaux qu'elle rencontre régulièrement. Et nous allons être très attentifs à cette situation parce que je suis évidemment très favorable à l'idée que l'Union européenne participe au processus à travers sa propre observation. Accompagné du ministre congolais des hydrocarbures, Didier Boudimbu, la délégation des députés et sénateurs français, membres de la section française de la francophonie, s'est, à son tour, dit intéressée par ce qui se fait en RDC en matière d'organisation des élections. L'organisation des élections dans un autre pays, c'est une curiosité, une nécessité de comparer les systèmes pour voir comment améliorer au maximum nos systèmes électoraux réciproques. Et donc, c'est extrêmement intéressant de comprendre quelle était l'organisation des élections ici en RDC, d'autant plus que vous avez 3 ou 4 même dans certaines régions scrutin en même temps, ce que on ne fait jamais, nous, on ne sait pas faire ça. Donc c'est intéressant de voir comment vous procédiez. Donc ces éléments-là de comparaison étaient un enrichissement pour nous, ici, parlementaires français. Dans le premier entretien, le président de la CENI était accompagné de ses 2 vice-présidents, Bienvenu Ilanga et Didi Manara, alors que dans le deuxième, s'était joint le rapporteur adjoint Paul Muhindo. Procès Kabundo, très attendu aujourd'hui. Le verdict du procès à la Cour de cassation est reporté au 13 septembre. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a déjà passé plus d'une année derrière les barreaux de la prison de Makala, des lourds griefs étaient à sa charge. On citera l'outrage aux institutions du pays, l'offense au chef de l'État. Dans une ordonnance portant prorogation du prononcé, la Cour de cassation signifie que ce report fait suite à une requête du président de la Chambre sollicitant un délai de prorogation. La défense ne cesse de décrier le manque de preuves à tout ce qui lui est reproché, d'où elle demande son acquittement. Le Comité national de 9e jeu de la francophonie n'a détourné aucun rang des fonds alloués à l'organisation de cet événement à Kinshasa. C'est ce qu'a affirmé l'inspecteur général chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, à l'issue d'une séance au travail avec le dit comité. Cette affirmation vient couper court aux allégations faisant état d'une prétendue malversation financière. L'inspecteur général chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, a fait cette déclaration après une importante séance de travail avec le comité national des 9e jeux de la francophonie, conduit par son directeur national, Isidore Kwanja. En ce qui concerne la mission de l'inspection générale des finances, nous voudrions signaler que l'inspection générale des finances a accompagné la direction du comité national des jeux de la francophonie. Toutes les opérations financières ont été faites sous le regard de l'inspection générale des finances et nous pouvons vous affirmer qu'il n'y a pas eu de fait de détournement des deniers publics au niveau de la direction du Comité national des jeux de la francophonie. En réaction, le directeur national du Comité national des 9e jeux de la francophonie s'est exprimé en ce terme. Je voudrais d'abord commencer par remercier M. l'inspecteur général chef de service qui, dès que nous sommes arrivés en fonction, il a dépêché les équipes des inspecteurs qui nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Et c'est grâce à cet accompagnement que nous avons réussi à organiser ces jeux.
S'agissant des revendications et réclamations avancées par certains journalistes, Isidore Kwanja dit se remettre au gouvernement de la République. Aussitôt que le gouvernement va mettre à ma disposition les moyens nécessaires, nous allons payer parce que nous avons l'obligation d'honorer tous les engagements que nous avons pris dans l'organisation des CG de la francophonie. L'inspection générale des finances met ainsi fin à toute rumeur faisant état d'un prétendu détournement des fonds par la direction nationale du Comité national des 9e Jeux de la francophonie. La richesse en lithium, cuivre et plusieurs autres potentialités économiques dans la province du Haut-Lomami attirent l'intérêt de plusieurs nations du monde. C'est le tour du Zimbabwe et qui a invité les autorités de cette province dans la foire économique. C'est le commissaire en communication Gervais Ndayi qui représente la gouverneure Isabelle Kalinga dans ses assises. Les potentialités qui regorgent la province de Haut-Lomami, province dirigée par l'honorable Dr Kayumba Kalenga Mushimbi Isabelle, attirent plus d'un investisseur. Les cas de la République zimbabwéenne qui a invité le Haut-Lomami au foire zimbabwéen d'agriculture, l'exécutif provincial a été représenté valablement par les commissaires à la communication, porte-parole du gouvernement provincial Hervé Mwepu et la conseillère de l'exécutif provincial. Foire organisée par les ZIM13 du 28 août au 2 septembre. Aujourd'hui, la province commence à être fréquentable tout simplement parce que Isabelle Kayumba fait de la visibilité de son entité son cheval de bataille. Elle est à la quête des investisseurs tant nationaux et internationaux. Elle ne cesse de faire des plaidoyers où sont conviés les investisseurs, les opérateurs miniers et des différents secteurs juste pour vendre la bonne image et les richesses de la province, a dit le directeur de la commission de l'Assemblée venu pour cette fin et c'est là au nom de la gouverneure de la province. Les échanges entre le représentant de la gouverneure et les différents investisseurs ont fait de cette rencontre une source d'inspiration pour les pays voisins. Pour ainsi permettre d'avoir une idée nette sur les richesses de Haut-Lomami, les participants à cette rencontre ont visité les stands de la province, c'est là sous les explications de Hervé Mwepu, porte-parole du gouvernement provincial. Chaque fois, Isabelle Yumba Kalinga toque la porte de la présidence de ministres pour trouver des solutions aux problèmes et difficultés qui frappent les administrés en sa province. Grâce à sa détermination, sa juridiction qui est le Haut-Lomami est sur le bon rail, juste un soutien et un accompagnement de la population du Haut-Lomami, l'exécutif fera encore mieux. Dans la province de la Chopo, lancement lundi de la campagne d'inscription de tous les enfants en âge scolaire à l'école, c'est le vice-gouverneur de la province, Paulin Lendongolia, qui a donné le go à la cour de l'Athénée primaire en présence des autorités politico-administratives de la province éducationnelle Chopo 1 et des partenaires du secteur. Le gouvernement de la République tient à l'inscription de tous les enfants en âge scolaire à l'école. Ceci grâce à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base tel que prôné par le chef de l'État. Cette campagne d'appui à la rentrée scolaire 2023-2024, occasion pour le chef de bureau de l'UNICEF Kisangani, agissant au nom de tous les partenaires de l'éducation, d'insister sur la bonne santé, la protection et un environnement assaini des enfants, gage d'un développement harmonieux. Mokhtar Anne n'a pas manqué de mettre un accent particulier sur les enfants vulnérables. 26% des enfants et adolescents de 5 à 17 ans sont encore hors du système éducatif, soit parce qu'ils n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école, soit parce qu'ils sont en abandon pour une raison ou pour une autre. En effet, il convient de relever les défis concernant l'équité en accordant une attention particulière aux enfants vulnérables. Le vice-gouverneur de province Paul Lendongolia a, au nom de la gouverneure de province, appelé à la conscience de toutes les couches de la population et à l'engagement pour un avenir meilleur des enfants. J'exhorte tous les parents à envoyer leurs enfants, filles et garçons, en âge scolaire à l'école et les y maintenir tout au long du cycle en veillant à leur santé, leur bonne nutrition, leur hygiène et leur enregistrement à l'état civil. La remise symbolique des kits scolaires aux enfants a sanctionné cette cérémonie à la grande satisfaction de toutes les parties prenantes.
Après le Kenya, la République unie de la Tanzanie exempte la RDC d'obligation de visa accéder son territoire. Cela intervient après que le régime de Dar es Salaam ait révisé sa loi CAP 54 relative à l'immigration. Ainsi, la dite loi intègre la RDC parmi les pays dont les ressortissants peuvent entrer sans obligation d'achat de visa. Une avancée qui forge la stabilité économique, renforce les accointances limitrophes et rend plus expéditifs les transactions des produits entre États. Ainsi, la RDC compte actuellement 25 pays auxquels elle peut accéder sans obligation de visa. Au lendemain de sa prestation de serment comme président de la transition gabonaise, le général Oligui Nguema a reçu Faustin Archange Touadéra, président centrafricain désigné facilitateur par la CEAC, le but étant d'engager des pourparlers avec tous les acteurs gabonais et les partenaires du pays pour assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel plutôt. Nommé médiateur régional par la communauté économique des États de l'Afrique centrale à la suite du coup d'État de la semaine dernière contre le président Ali Bongo, Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine, séjourne au Gabon. Après avoir échangé mardi avec le nouveau président de la transition gabonaise, le général Oligui Nguema, le facilitateur a déclaré avoir pour mission d'engager des pourparlers avec tous les acteurs gabonais et les partenaires du pays pour assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel. La CEAC avait annoncé lundi la suspension du Gabon de toutes ses instances en réponse du coup d'État militaire qui a renversé l'ex-président. Dans un communiqué publié à l'issue d'un sommet tenu par les dirigeants de la CEAC en Guinée équatoriale, explique que la CEAC suspend l'adhésion du Gabon jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel soit rétabli dans le pays. Dans la nuit de lundi 4 septembre à mardi 5 septembre, le général Oligui Nguema a rencontré l'opposant Albert Ondo Ossa dans son domicile. C'est ce qu'a précisé Guy Pamphile Mba, responsable de la communication de l'ex-candidat, sans livrer des détails sur le contenu de leur discussion. Pour rappel, des militaires menés par le général Brice Oligui Nguema ont pris le pouvoir le 30 août dernier, écartant Ali Bongo qui venait de revendiquer sa victoire à l'élection présidentielle du 26 août. Brice Oligui Nguema a prêté serment lundi devant les membres de la Cour constitutionnelle, devenant ainsi président de la transition. On revient sur le sommet africain sur le climat à Nairobi au Kenya où le désaccord sur le modèle de financement des politiques est parmi les grands sujets en discussion. La RDC, comme pays solution au changement climatique et transition énergétique, y prend part. Débuté depuis le lundi 4 septembre dernier sous les thèmes « Promouvoir la croissance verte » et des solutions de financement de l'action climatique pour l'Afrique et les restes du monde, ce premier sommet africain se clôture ce mercredi 6 septembre. Jean-Michel Samaloukonde et plusieurs autres participants, notamment les chefs d'État africains, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne, des délégués des organisations financières internationales, chercheurs, experts, activistes et militants climatiques échangent sur les mesures à prendre pour aider l'Afrique à faire face aux effets posés par les dérèglements climatiques, question de relever les défis urgents posés par le changement climatique. Ils devront aussi trouver des solutions africaines à lutter contre le changement climatique sur le continent et dans le monde. La déclaration commune de Nairobi, qui résultera de ce forum, sera présentée lors de la COP28, prévue fin novembre et début décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, d'après la primature congolaise. Le président kenyan William Ruto, hôte de ces grandes assises, a profité de cette tribune pour rappeler à tous les dirigeants sur place qu'ils devaient s'entendre sur les mesures communes à défendre lors de la COP28 aux Émirats arabes unis. Les autorités émiraties ont annoncé dans la foulée une enveloppe de 4,5 milliards de dollars en guise de contribution au financement politique climatique en Afrique. La République démocratique du Congo, dans sa position de pays solution, doit normalement bénéficier énormément de ce sommet. Espérons que c'est ce que rapporteront à la maison du chef du gouvernement Samaloukonde et le VPM, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, qui a remplacé sa collègue
Eve Bazaïba, ministre d'État, commise à l'environnement et développement durable, empêchée. Et dans le monde assaut du Capitole, Enrique Tarrio, ancien chef du groupe d'extrême droite Proud Boys, écope de 22 ans de prison. Il a été condamné mardi à Washington pour son rôle dans l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. C'est la plus lourde peine prononcée jusqu'ici pour les organisateurs de cette attaque contre le processus démocratique américain. Enrique Tarrio ne se trouvait pas dans la capitale américaine ce jour-là, mais les juges ont estimé qu'il était le dirigeant ultime du complot. Les faits remontent au 6 janvier 2021. Quelques 200 membres du Proud Boys ont pris d'assaut le Capitole, siège du Congrès américain, afin de tenter d'y empêcher la certification de la victoire du démocrate Joe Biden sur le président républicain sortant Donald Trump. Une journée qui a brisé la tradition des transferts pacifiques du pouvoir aux États-Unis d'Amérique, déplore le juge Timothy Kelly. L'ancien chef du Proud d'extrême droite américain Proud Boys, Enrique Tarrio, est condamné mardi à 22 ans de prison, plus lourde peine prononcée pour l'assaut contre le Capitole, profanation sans précédent du sanctuaire de la démocratie américaine. Contrairement aux 4 autres prévenus, Enrique Tarrio, contre lequel l'accusation a requis 33 ans de prison, ne se trouvait pas à Washington lors de cette date fatidique. Mais les juges ont estimé qu'il était le dirigeant ultime du complot. La semaine dernière, les 4 autres membres du Proud Boys reconnus coupables en mai dernier ont été condamnés à des peines de 10 à 18 ans de prison. La peine, jusqu'alors la plus lourde pour cette attaque, 18 ans, avait été prononcée contre Stewart Rhodes, fondateur de la milice d'extrême droite Oath Keeper. Depuis le 6 janvier 2021, plus de 1100 personnes ont été arrêtées et inculpées. Plus de la moitié ont été condamnées, en majorité à des peines de prison ferme. Allez, on passe au sport éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 J-2 pour le match RDC-Soudan comptant pour la 6e et dernière journée. Le prix des billets pour le pourtour et la tribune latérale sont respectivement fixés à 10 000 et 20 000 francs congolais. Hier, au cours d'une conférence de presse tenue au siège de la Fédération congolaise de football association, le président du CONOR a annoncé la mise en place d'un comité d'organisation et sous-commission pour la réussite de ce match. Toutes les batteries sont mises en marche pour que les Léopards fassent un bon match ce samedi face aux Crocodiles du Soudan. Au niveau de la Fédération congolaise de football association, toutes les précautions sont prises avec l'installation des différentes commissions et sous-commissions pour la réussite totale de ce match, a expliqué Dieudonné Sambin-Seleloutou, président du CONOR, en conférence de presse. Nous avons pour ce faire mis en place une commission d'organisation et mis en place également des sous-commissions qui sont dirigées par les mêmes personnes qui ont toujours eu à le faire avant nous. Nous avons pensé retenir les mêmes personnes parce qu'ils connaissent mieux le milieu, ils connaissent comment cela se passe. Nous avons donc mis en place la première sous-commission qui est la commission de sécurité, très importante parce que nous voulons que tout se passe dans le calme. Au cours de la même conférence de presse, le président du CONOR a aussi fixé l'opinion sur la billetterie. Nous avons donc mis en place un système de billetterie et nous avons voulu qu'il n'y ait pas d'attroupement au niveau des stades. Pour ce faire, tous les billets seront vendus au niveau des agences de la Robank, qui est notre... Simplement parce que nous voulons d'abord sécuriser la vente des billets, nous voulons éviter qu'il y ait des fraudes, nous voulons au maximum renforcer les recettes que nous aurons éventuellement avoir au cours de cette rencontre. Sur terrain, les Léopards peaufinent leur préparation au stade de Martyrs de la Pentecôte. Le groupe affiche complet et il est prêt à prendre sa revanche face au Soudan et valider son ticket pour la 34e Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire au mois de janvier et février 2024. On prend le rappel des principaux titres. Les forces régionales de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, ont vu leur mission renouvelée pour 3 mois en RDC. Les chefs d'État de cette organisation ont pris la décision au cours du sommet qui se tient à Nairobi au Kenya. On en a parlé dans ce journal avec Célestin Vunabandi, sénateur et notable de l'espace Grand Kivu. Procès Jean-Marc Kabondo, le verdict sera connu le 13 septembre, prévu pour aujourd'hui. Dans une ordonnance portant prorogation du prononcé, la Cour de cassation a repoussé cette date d'une semaine. Enrique Tarrio, ancien chef du groupe d'extrême droite américain Proud Boys, a été condamné à 22 ans de prison. Cette lourde peine contre la profanation sans précédent du sanctuaire de la démocratie américaine a été prononcée mardi. Restez avec nous pour la revue de presse.
Et la revue de presse de ce mercredi, c'est avec Christian Kalonji, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, bonjour à tous ceux qui nous regardent de partout. Alors, à la une de votre revue de presse, le directeur national du comité national de 9e G de la francophonie n'a détourné aucun rond selon l'IGF. Eh bien, l'IGF s'est prononcé sur ce dossier brûlant relatif notamment au détournement ou non des fonds alloués à l'organisation des 9e Jeux de la francophonie ici à Kinshasa. Eh bien, la mise au point a été faite par l'inspection générale des finances hier à l'issue d'une séance de travail au siège de l'IGF, rapporte interview au point CD. Je cite donc les propos de Jules Alingueté. Toutes les opérations financières ont été faites sous le regard de l'IGF et nous pouvons nous affirmer qu'il n'y a pas eu d'effet détournement de deniers publics. Au niveau de la direction du Comité national des Jeux de la francophonie, a déclaré à Jules Alingueté, fin de citation, cette mise au point Arlette intervient après que Isidore Kwanja, directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, a été accusé de détournement des fonds et des véhicules affectés à l'organisation des Jeux. Scoop RDC.net qui titre à sa une prétendu détournement au Comité national des Jeux de la francophonie. Jules Alingueté lave Isidore Kwanja des tout soupçons et confond ses détracteurs. Rappelle que M. Kwanja était accusé de plusieurs choses à la fois, du népotisme à la mauvaise gestion financière, en passant par le détournement des fonds et tentative de détournement des véhicules. Tout était mis sur son dos. Arlette, à l'heure actuelle, il faut dire que l'IGF a fait taire le débat autour de ce sujet qui faisait donc polémique. Il sied de préciser qu'en ce qui concerne notamment la grogne déclenchée par certains prestataires, Isidore Kwanja a précisé que la balle revient donc au gouvernement qui devra mettre les moyens à sa disposition afin de servir chacun et chacune. Allez, on revient sur le premier sommet africain sur le climat qui se tient au Kenya. Difficile consensus autour des objectifs poursuivis par les participants. Il y a une évolution par rapport à ce sujet d'actualité. Nous venons de l'apprendre. La déclaration finale a donc été adoptée. Mais quelques heures avant, il s'est dégagé une désunion autour des questions relatives, notamment au financement en vue de lutter contre les effets néfastes des émissions de gaz à effet de serre. France 24, qui revient sur l'enjeu majeur de ce premier sommet africain sur le climat, se questionne tout de même de la manière suivante. Arlette, je cite, « Sommet africain sur le climat au Kenya, l'Afrique unie contre le réchauffement climatique ». Ce média explique que les Africains sont le premier à subir les conséquences du réchauffement climatique alors qu'ils sont les pays les moins émetteurs. Arlette, pour le président kényan William Ruto, qui accueille donc cet événement, l'Afrique a le potentiel pour être autonome en énergie grâce aux énergies renouvelables. Le Monde, qui s'intéresse au même sujet, signale que le texte proposé par le Kenya et qui devrait définir une position commune des 54 pays dans les négociations climatiques a suscité de nombreux désaccords. Arlette, il faut noter ce premier sommet africain sur le climat qui s'est clôturé ce mercredi au Kenya avait comme objectif permettre d'afficher l'unité du continent dans la lutte contre le dérèglement climatique. Kalonji, merci pour cette sélection. Je vous en prie, Arlette Boutella. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.